On va commencer donc cette présentation. Je m'appelle Fanny Berlin et aujourd'hui avec ma collègue Jeanne, on va vous présenter quelques données sur la lecture, sur ce que lisent les utilisateurs et utilisatrices du Pass Culture, ce qu'ils ont lu en 2023. Et donc voilà, on va vous présenter ça aujourd'hui. Peut-être on dit juste, on se présente Oui. en 2 mots. Oui. Donc moi je suis Jeanne Bellichard, je travaille pour le Pass Culture et je suis responsable de développement territorial. Et Fanny, je te laisse dire ton poste. Moi, je travaille pour l'action culturelle, la programmation et l'action culturelle sur le secteur du livre. Voilà, un petit sommaire de ce qu'on va aborder avec vous aujourd'hui. Le premier point, donc, c'est un petit tour d'horizon du Pass Culture pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est. On va revenir sur les bases du dispositif. Ça nous aidera à comprendre après comment ça fonctionne et vous allez mieux comprendre les chiffres qu'on va vous présenter aussi. Et après, on va aller un peu plus loin en parlant de nos actions culturelles. Alors, on commence tout de suite avec le fameux tour d'horizon sur le Pass Culture. Alors, en résumé, le Pass Culture, c'est avant tout un projet d'État qui permet de favoriser l'accès à la culture et qui a comme mission centrale de renforcer et de diversifier les pratiques culturelles des jeunes. Le tout en permettant de révéler la richesse culturelle sur tous les territoires, donc sur le territoire métropolitain, mais aussi bien sûr dans les Outre-mer. Le Pass Culture, c'est une politique prioritaire du gouvernement qui donc donne toute sa place à la culture pour la jeunesse, en lui permettant vraiment de faire des liens avec les partenaires culturels et d'aller à sa rencontre et permettre vraiment l'émancipation des jeunes dans l'exercice et dans leur autonomisation de leur propre choix culturel. L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent être en totale autonomie et faire leur choix. Enfin, c'est une mission de service public qui nous est confiée depuis 2019 et donc on est structuré sous forme de SAS, de Société par Action Simplifiée. Avec comme seuls actionnaires l'État, avec notamment le ministère de la Culture et la Caisse des dépôts par le biais de son activité Banque des territoires. Le Pass Culture, c'est très concrètement ces 3 interfaces qui sont interconnectées. Je me mélange. La première, celle que vous voyez sur la gauche, c'est vraiment l'interface qui est dédiée aux partenaires culturels, qui permet à tous les partenaires culturels de référencer et de proposer leurs offres, à la fois individuelles et collectives. On y reviendra pour vous expliquer tout ça. La seconde au milieu, c'est celle qui est la plus connue, c'est l'application. Donc, tout le monde peut la télécharger. Elle est accessible au grand public, mais évidemment, elle est dédiée aux jeunes. Et c'est sur cette application, on va pouvoir découvrir les offres et faire ses réservations. Et enfin, la troisième interface, c'est Adage. Alors Adage, c'est une plateforme qui est dédiée aux professeurs et aux chefs d'établissement. Et c'est sur Adage que les professeurs et chefs d'établissement vont pouvoir sélectionner des offres pour leur classe et gérer le crédit et les dépenses qu'ils vont faire pour leur classe. On va vous détailler tout ça, bien sûr. Oui, alors pour revenir sur le volet individuel du Pass Culture qu'on a abordé juste avant, donc le volet individuel du Pass Culture concerne les 15-20 ans. Il s'échelonne sur plusieurs niveaux, plusieurs montants. À 15 ans, donc ils ont accès à 20 €, à 16 ans 30 €, à 17 ans 30 € cumulables, et à 18 ans ils ont accès à une certaine somme, puisque c'est 300 € pendant 2 ans qu'ils peuvent dépenser dans tous les secteurs culturels via leur application Pass Culture. Vous avez sur le côté les chiffres clés. On a 3,7 millions d'inscrits depuis le début du dispositif. Aujourd'hui, c'est 2,7 millions de jeunes âgés de 15 à 20 ans qui utilisent leur Pass Culture. On a un très bon taux de couverture sur les 18-20 ans. C'est le dispositif historique. C'est le premier dispositif qui a été lancé. Celui des 15-17 ans a été lancé un peu plus en décalage. Donc on a un taux un peu moins élevé. Et en bas, donc, vous avez le nombre de réservations, le nombre d'achats, réservations de livres, de séances de ciné, de spectacles qui ont été achetés via l'application Pass Culture, qui s'élève à 40 millions.
Et enfin, le nombre de partenaires culturels, puisque le Pass Culture ne serait rien sans l'ensemble des partenaires culturels qui proposent des offres, qui recensent leur programmation sur l'application Pass Culture pour permettre aux jeunes de dépenser leur crédit. Là, vous avez, on va passer rapidement parce que je l'ai abordé, mais le taux de couverture sur les 18-20 ans avec la répartition en France, en hexagone et en outre-mer. Donc vous voyez, on peut avoir des très bons taux de couverture qui vont parfois à plus de 95% des jeunes de 18 ans. Le taux de couverture 15-17 ans qui là est un peu plus comment dire, bas. Pardon, j'ai éteint mon micro. Et donc qui est un peu plus bas, mais qui est en nette progression. La raison, elle est simple. À 15 ans, entre 15 et 17 ans, faire les démarches pour avoir le crédit, puisque c'est une démarche individuelle, elle est peut-être plus difficile à faire. Et puis le crédit est moins important, donc c'est peut-être moins motivant, tout simplement. Mais en tout cas, on voit bien que ça les amène vers le dispositif à 18 ans. On a en tout cas à 18 ans, je sais, plus de 90% des jeunes qui savent qu'ils peuvent bénéficier du Pass Culture. Donc il y a une très bonne notoriété du dispositif. Ici, donc, vous voyez l'utilisation du Pass Culture aujourd'hui. Le livre, c'est le numéro 1 le poste de dépense numéro 1 des jeunes. Peu importe leur âge, qu'ils aient 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans, ils vont se tourner vers les livres. Ensuite, le cinéma et ensuite la musique. Le livre, vous avez peut-être entendu parler de ce chiffre pendant la période Covid, était encore plus élevé, la part du livre était encore plus élevée, ça s'est stabilisé avec la réouverture progressive de tous les lieux culturels, notamment des cinémas. On voit qu'ils vont vraiment vers le cinéma aujourd'hui et la musique live. À droite, vous avez le profil des bénéficiaires à l'activation. C'est important de préciser à l'activation, puisque quand ils créent leur compte Pass Culture, ils doivent renseigner leur statut. Et en fait, ils ne le mettent pas forcément à jour par la suite. Donc on a ces informations-là à l'activation. Et donc on voit que c'est une majorité de lycéens et ensuite étudiants. Je vais maintenant vous dire quelques mots à propos du volet collectif. Alors, le volet collectif du Pass Culture, il est aussi plus récent. Il date de janvier 2022. Et là, le Pass Culture s'adresse aussi au public scolaire. Donc, sur le volet individuel, on est par définition sur les individus. Et là, on s'adresse au public scolaire de la 6e à la terminale. Alors, le volet collectif, c'est le fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Armées et le secrétariat d'État à la mer. Et ça permet la mise en place d'offres collectives exclusivement dédiées au financement d'éducation artistique et culturelle. Ces activités d'éducation artistique et culturelle, elles sont nécessairement effectuées en groupe, sur le temps scolaire, dans ou hors de l'établissement, toujours encadré par des professeurs. Et à nouveau, ça s'inscrit dans le cadre du collège et du lycée, public et privé sous contrat. L'ensemble du dispositif est régi par un document, donc vous avez le lien ici, si besoin. Et le Pass Culture met à disposition un crédit virtuel qui est attribué annuellement aux établissements scolaires sur la base des effectifs. Et donc pour le collège, c'est 25 € par élève. Pour les secondes CAP, c'est 30 € par élève. Et pour les premières et terminales, c'est 20 € par élève. C'est vraiment à titre indicatif pour vous donner une idée des financements. Ensuite, c'est aux enseignants et aux chefs d'établissement de décider comment est-ce qu'ils vont répartir ce budget de leur établissement au sein de leurs différentes classes. Quelques chiffres à propos de ce volet collectif. C'est un grand succès. Il y a, pour l'année scolaire 2023-2024, donc l'année en cours, il y a déjà 2,8 millions d'élèves qui ont pu bénéficier d'une offre collective financée par le Pass Culture, ce qui correspond à un tout petit peu moins de la moitié des élèves sur le territoire. Si on regarde au niveau des établissements, là on a 10 000 établissements scolaires qui ont profité du dispositif, ce qui correspond à 86% du nombre d'établissements sur le territoire.
un peu plus de 14 000 lieux culturels sont actifs, donc font des propositions scolaires. Et enfin, un chiffre important, c'est 100 000 réservations sur la part collective. Une toute petite idée de la répartition des réservations. Là, l'idée, c'est juste de vous montrer que les chiffres sont différents quand on regarde comment les crédits sont utilisés en termes de catégories culturelles. Sur la part individuelle, Fanny vous le disait, c'est vraiment le livre et le cinéma qui sont les chefs de file. Et sur la part collective, là, c'est le spectacle vivant, suivi par le cinéma et par les ateliers de pratique artistique. Donc on voit des dynamiques différentes et c'est très intéressant à observer. Au Pass Culture, on a aussi la chance d'avoir au sein de nos équipes un pôle data et une équipe qui fait des études et des recherches. Alors évidemment, ils se basent sur les données d'utilisation du Pass Culture au quotidien, mais ils mènent aussi des grandes enquêtes, alors des enquêtes sur des sujets particuliers ou sur des secteurs culturels pour identifier les grandes dynamiques de ces questionnements-là. Vous pouvez retrouver l'ensemble des publications sur le médium du Pass Culture. Et on vous y invite grandement. Avant de vous présenter les chiffres sur les tendances autour du livre en 2023 pour les utilisateurs et utilisatrices du Pass, on voulait vous rappeler nos enjeux en tant que service public pour cette cible des 15-20 ans. Notre enjeu, il est simple. C'est d'abord de mettre en avant l'ensemble des propositions gratuites, puisqu'on a beaucoup parlé de comment ils dépensent leur crédit Pass Culture qui leur est octroyé, et notamment les moins de 18 ans ont beaucoup de chance d'avoir accès à énormément de propositions gratuites qui sont aussi référencées sur le Pass Culture et qui peuvent être réservées par les utilisateurs et utilisatrices du Pass. Donc cette gratuité, elle est importante à mettre en avant pour nous et on est depuis maintenant quelques années dans une démarche active de co-construction de propositions exclusives pour les bénéficiaires du Pass. On pense que pour intéresser, pour mener les jeunes vers davantage de culture, il faut qu'ils se sentent concernés, il faut créer avec des partenaires culturels qui connaissent très bien leur territoire, qui connaissent très bien leur public. Il faut créer des propositions sur mesure pour eux. Donc voilà, cette notion d'exclusivité, elle est très importante et vous allez le voir en fin de présentation, comment on l'applique au quotidien dans notre travail. Enfin, un petit mot pour vous dire qu'on est une source d'inspiration à l'international, puisqu'on voit naître de nouveaux Pass Culture dans différents pays, notamment en Europe. Alors celui qui fait le plus parler de lui, c'est surtout le Pass Culture allemand, qui a été lancé en juin 2023. Et on a travaillé très très étroitement avec les équipes pour monter ce pass et pour les accompagner sur la création de ce Pass Culture allemand. Là, on est en train de travailler très activement aussi sur l'étude d'un lancement d'un pass transfrontalier Allemagne-France. On a aussi un Pass Culture en Espagne qui a été lancé en 2022. On fait très souvent des présentations du pass à de nombreux pays de l'Union européenne. Et puis dans le monde, on a aussi beaucoup travaillé, notamment avec Fanny, avec le Québec, qui a pour projet de lancer un passeport culturel en 2025. La Mongolie aussi est en train d'étudier la possibilité d'un lancement de Pass Culture. Et puis, dans très peu de temps, il y aura une conférence mise en place par l'UNESCO autour du Pass Culture à Abu Dhabi. J'ai encore éteint mon micro. Et donc, on va passer maintenant aux chiffres. On a compilé quelques informations, des données, puisque le Pass Culture, c'est très intéressant. Comme l'a dit Jeanne un peu avant, on a toute une équipe de data analystes et de chargés d'études qui vont analyser les pratiques culturelles des utilisateurs et utilisatrices du Pass. Donc là, vous avez un certain nombre de chiffres. D'abord, on voulait revenir toujours sur nos partenaires culturels dans le secteur du livre, qui sont majoritairement les librairies et les bibliothèques et médiathèques, qui nous permettent d'avoir un maillage et d'avoir le livre représenté un peu partout sur tout le territoire français.
Et enfin, donc les tendances 2023, puisque on constate que le livre est toujours le premier poste de dépense des jeunes en 2023. Là, ce que je vous ai montré un peu plus tôt, c'était au global depuis le début du pass. Sur 2023, on voit que ça baisse un petit peu. Hein. On est à 45% en part de crédit dépensé, devant le cinéma et la musique toujours, mais on va dire que ça s'est un peu aplani. En 2023, il y a plus de 7 millions de livres qui ont été vendus via le Pass Culture, qui ont été achetés donc via le Pass Culture. C'est 2% de plus qu'en 2022. Et depuis le lancement du Pass, donc à peu près mai 2021, il y a plus de 20 millions de livres qui ont été achetés grâce au crédit Pass Culture. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a presque 1,5 million de bénéficiaires du Pass Culture qui ont acheté au moins un livre. C'est en nette croissance par rapport à 2022. Notamment, vous l'avez compris, on a parlé des 15-17 ans qui ont intégré progressivement le dispositif. Peut-être que, voilà, ça peut expliquer aussi parce que tout simplement le livre c'est quelque chose qui les attire toujours autant. Et ça nous paraissait important de vous parler du nombre, de la diversité des références qui sont achetées, puisqu'on note qu'il y a 77 000 références différentes qui ont été achetées par les jeunes. Et donc, en fait, il y avait une vraie diversité, une volonté de diversifier leur lecture. Ils n'achètent pas tous la même chose. C'est simplement ça, et ça nous paraissait vraiment important de le mentionner. Pour 2023, d'ailleurs, ce qu'on a noté, il y a une plus grande diversité de titres achetés dans la littérature, dans les romans, le young adulte, les nouvelles. Ils s'y intéressent davantage. Et vous allez voir un peu après que ça se confirme ici, puisque depuis le début du Pass, le manga était le premier poste de dépense des jeunes quand ils achetaient un livre, sur le livre. Ça a été détrôné en 2023 par la littérature, les romans, la littérature young adulte notamment, et on peut supposer que les grandes tendances autour de la romance ont bien tiré vers le haut ces rayons littéraires. Mais le podium reste le même avec le manga ensuite et bande dessinée. Mais ça, c'est vraiment la grosse nouveauté de 2023. C'est la littérature générale, on va dire, qui prend la première place. Oui, donc là toujours pour vous montrer, là c'est juste qu'on trouvait ça très visuel, mais vous voyez le manga, c'est la partie en bleu. On voit bien que le manga a baissé par rapport à 2022 au profit au-dessus de tous les autres rayons littéraires. Et on voit la bande dessinée en jaune qui, elle, reste stable. Pareil en montant, je pense qu'on n'a pas besoin de s'attarder davantage dessus. Et toujours parce qu'on s'est dit que cette nouvelle tendance autour des romans et notamment de la baisse de la part du manga nous paraissait vraiment être le point saillant de notre présentation. On s'est dit qu'on allait faire un petit zoom sur les ventes de manga chronologiquement depuis janvier 2022. Donc vous allez voir, progressivement, ça baisse. Et on voulait aussi revenir sur le lectorat du manga sur le Pass. C'est une majorité d'hommes, 58% des lecteurs de manga, enfin des personnes qui achètent un manga avec leur Pass sont des hommes. Ils sont majoritairement majeurs. Ils ont plus de 18 ans. Finalement, quand ils ont entre 15 et 17 ans, ils vont se tourner plutôt vers la littérature générale. Ce sont donc majoritairement des étudiants, ce qui est notamment lié au fait qu'à 18 ans et plus, ils sont majoritairement étudiants. Et donc, ils achètent en moyenne 11 mangas avec leur crédit, ce qui n'est pas une surprise, puisque quand on achète le tome 1, en général, on a envie d'acheter la suite. Le top 5 par série qu'on a agrégé, que vous voyez ici. Sur le manga, ça n'a
pas, le top 5 est le même par rapport à 2022. C'est juste les places qui ont changé. Berserk était en numéro 2 et Demon Slayer était en numéro 3 pardon, et Demon Slayer était en numéro 2. Donc il y a eu un petit jeu réarrangement dans le top, mais sinon on est à peu près sur la même chose. Et sur la bande dessinée, Squeezie, qui est un influenceur très connu parmi la cible des 15-20 ans, a sorti une BD, deux BD, même un tome 1 et un tome 2 de Bleak, qui se met en haut du podium. Et on a vu, notamment avec la sortie de Lou Sonata tome 2, qui a intégré le podium très très rapidement, puisqu'il est sorti en fin d'année, en deuxième partie en tout cas de 2023. Et voilà, et on a Heartstopper, notamment grâce à la série Netflix, qui vient accompagner les jeunes à la fois sur la partie série, à la fois sur la partie livre, et qui fait écho aussi à cette tendance autour de la romance qu'on constate sur la partie littérature générale. On voulait maintenant vous parler des actions culturelles qu'on mène au plus près des jeunes. Ces actions culturelles, donc elles sont au plus près des jeunes et de tous les jeunes, sur l'ensemble des territoires, publics en quartier prioritaire, des publics aussi ultramarins, enfin vraiment partout, urbains et ruraux. Et pour ça, évidemment, on travaille avec les acteurs culturels pour faire de la co-construction d'actions qu'on peut résumer en des actions de 3 types. Le premier, c'est des parcours exclusifs. Donc là, l'idée, c'est de leur faire vivre un moment hors du commun et qu'ils n'auraient pas pu, dont ils n'auraient pas eu accès par d'autres moyens. Donc rencontrer des artistes avant un spectacle, avant un concert, visiter les coulisses, avoir un accueil vraiment dédié et spécifique pour les jeunes. On va vous donner un exemple juste après. Le deuxième type, c'est le montage ou vraiment l'éditorialisation autour de temps forts nationaux. Donc on travaille beaucoup, par exemple, en septembre, au moment des Journées européennes du patrimoine, pour essayer d'embarquer les jeunes dans ce moment clé qui a lieu chaque année. On a aussi un temps fort autour du spectacle vivant, qui est un secteur, on l'a vu, qui est un peu plus à la peine pour les jeunes entre 15 et 20 ans. Ce temps fort a lieu au mois de novembre. Et enfin, le temps fort des métiers de la culture. Alors, on est en plein dedans en ce moment. Ça se passe mi-janvier. Et là, notre ambition, c'est, dans ce moment où ils se posent beaucoup de questions sur leur parcours et sur ce qu'ils vont faire plus tard, de leur faire découvrir les métiers de la culture. Le troisième type d'action qu'on mène, c'est des actions à plus long terme avec les jeunes. Alors là, on segmente de 2 manières, sur les territoires et par appétence culturelle, notamment avec des clubs. Mais on vous en dit tout de suite un peu plus. Un petit mot sur le parcours exclusif des parcours exclusifs qu'on peut mener, c'est notamment d'associer des jeunes à des prix, à des grands prix, notamment le prix Joséphine, les victoires de la musique, ce genre de choses. L'idée, c'est de laisser la parole aux jeunes, d'écouter aussi ce qu'ils ont à nous dire et de leur donner un peu les clés pour qu'ils puissent faire une recommandation à leur pairs qui soit la plus adaptée possible. Et donc, d'autres exemples, c'est le montage d'un partenariat avec le prix Canal BD, donc, qui est un prix remis tous les ans à Angoulême. Et donc là, on a monté une mention spéciale qui est dédiée aux jeunes. Donc on a 10 jeunes bénéficiaires du PASS qui vont lire, comme le jury professionnel, les livres sélectionnés et qui vont remettre leur grand prix à la BD qu'ils sélectionnent. L'année dernière, c'était la Bibliomule de Cordoue qui a remporté la mention spéciale. Et cette année, la remise du prix a lieu ce soir. Donc le suspense est à son comble. Un autre exemple, c'est une association qu'on a fait avec le prix Vendredi, avec le syndicat national de l'édition, où là encore, 7 jeunes bénéficiaires du Pass Culture volontaires est sélectionnés par nos soins, ont eu 1 mois et demi pour lire l'ensemble de la sélection. Et ils ont pu remettre leur prix en parallèle du prix professionnel. Voilà, en découle de nombreuses mises en avant via notre page d'accueil qui a plus de 100 000 visiteurs quotidiens. Évidemment des mises en avant sur tous nos canaux, donc les newsletters, les réseaux sociaux et notamment notre nouveau compte Instagram dédié à la lecture qui est le Book Club du Pass, qui compte aujourd'hui 30 000 abonnés et qui est tout récent, qui a 2 mois.
donc Jeanne l'a mentionné, le Book Club, c'est un projet très important sur le secteur du livre pour le Pass Culture. Aujourd'hui, c'est un projet qui a vocation à grandir. L'idée, toujours, vous avez compris, c'est de donner la parole aux jeunes et de diffuser cette parole, puisqu'on pense que la prescription de pair à pair, c'est le meilleur moyen de motiver les jeunes à diversifier et à accroître leurs pratiques culturelles. Donc ce book club, c'est tout simplement 170 jeunes aujourd'hui qui sont répartis dans toute la France, qui sont des bénéficiaires du Pass, donc ils ont en moyenne autour de 16 et 19 ans, et ils reçoivent tous les mois des livres aléatoirement, c'est-à-dire ils ne choisissent pas des livres de toutes sortes, ça peut être des mangas, ça peut être des BD, ça peut être même des essais, des romans, et ils vont les chroniquer. Et ces chroniques, on va les récupérer, on va les diffuser sur tous nos outils de prescription, notamment Instagram, notamment grâce à cette nouvelle page Instagram qu'on a lancée il y a 2 mois et qui, toutes les semaines, va diffuser des chroniques. On a aussi des vidéos, on va les mettre en scène en quelque sorte. Là, on a Lola, qui est membre du Book Club, qui dans la vidéo, est dans une librairie et présente ses 3 coups de cœur du moment. Et ça montre que pour nous, encore une fois, la prescription de pair à pair, c'est la clé. On pense en tout cas que c'est la clé pour susciter de nouvelles envies culturelles. Et d'ailleurs, on leur a demandé, puisque comme vous l'avez compris, notre ambition, c'est de donner la parole aux jeunes. On s'est dit que ça pourrait être sympa de vous dire aussi ce que les jeunes pensent sur la BD et le manga. Donc, on leur a posé la question à ces membres du Book Club. Qu'est-ce qui te pousse à lire une nouvelle BD? Qu'est-ce que tu vas regarder en premier? Là, vous avez quelques mots-clés. Je ne vais pas tous les citer, mais on a forcément la couverture, le dessin, l'aspect graphique, qui va être le premier moteur, et puis comment ils vont choisir des BD, les conseils de libraires, les influenceurs, les blogs, les réseaux sociaux, tout ça, ça va les aider à faire leur choix. Pareil sur le manga, ils sont très portés sur la couverture, l'univers graphique. Et d'ailleurs, on a eu un peu plus de retours sur le côté réseaux sociaux, sur la prescription. Ils vont plus aller sur TikTok, ils vont un peu regarder sur Insta ce qui se recommande que pour la BD. On leur a aussi posé la question, qu'est-ce qui vous inciterait à lire davantage de BD et de manga? Sur la BD notamment, pas trop de surprises là-dessus, c'est le prix. Ils notent que la BD, ça a un prix un peu plus important que les autres livres. Et avoir de meilleurs canaux de recommandation, en tout cas identifier de nouveaux canaux de recommandation. Et aussi, ils ont dit, on n'a pas le temps de lire des BD puisqu'on a d'abord l'école, il faut qu'on fasse plein de choses. Donc voilà, parfois le temps remontait dans les réponses qu'ils nous ont données. Et vous voyez là leur dernier coup de cœur, puisqu'on leur a posé la question, c'est quoi ton dernier coup de cœur BD? Ou BD et manga, donc vous avez là un panachage de leur coup de cœur, en sachant que parmi certaines de ces BD, il y en a qu'ils ont découvert via le Book Club justement, notamment comme Un oiseau dans un bocal, Lévi Charlie, Nimona, c'est des BD qu'ils ont découvert via le Book Club et qui ensuite qu'ils recommandent à leurs amis via les réseaux sociaux qu'on va diffuser leurs chroniques. Voilà. Donc tout ça permet de montrer qu'on essaye en tout cas de construire un écosystème autour du livre pour promouvoir la lecture auprès des autres jeunes. Je vous parlais tout à l'heure de ce temps fort des métiers de la culture qui se passe au mois de janvier au Pass Culture, pour vraiment dans cette période où ils se posent beaucoup de questions sur leur orientation, on a envie de leur ouvrir un peu des portes et leur faire découvrir les métiers. Là, on vous a repris 4 exemples dans le secteur de la lecture. Hier, il y avait cette proposition de Hachette pour faire découvrir les métiers de l'édition. Il y avait 120 places et ils étaient tous, ça a été sold out très vite, ils étaient tous là et ils ont passé un très bon moment. Il y a aussi les éditions Le Bruit du Monde à Marseille qui samedi fera une découverte pour entrer dans les coulisses de l'édition. Et puis sur la droite, vous voyez d'autres exemples avec des auteurs, avec des illustrateurs, scénaristes ou éditeurs aussi. Et là, on est sur des formats en ligne pour aussi attirer un public plus large. Et c'est des formats qui fonctionnent très bien.
Là, on vous a juste mis quelques images de nos partenaires puisque on a parlé des rencontres en ligne, donc l'aspect un peu numérique disponible au plus grand nombre. On a parlé des rencontres physiques dans les maisons d'édition. On est aussi bien sûr en partenariat avec beaucoup de festivals. L'idée, c'est de faire vivre le livre sur tout le territoire auprès d'un maximum de bénéficiaires du Pass Culture et qu'ils voient sur leur appli quand ils se connectent qu'il y a une actualité littéraire, que tout ça, que le livre se vit aussi en vrai, avec des auteurs, avec des maisons d'édition en festival. Et pour finir, pour vous montrer vraiment cet esprit de communauté qu'on essaie de développer au Pass Culture, un petit mot sur les groupes d'ambassadeurs, qui est un dispositif dans le dispositif pour des bénéficiaires qui ont envie d'aller encore plus loin avec leur pass et qui sont vraiment désireux de s'engager. Alors on leur propose une année extraordinaire pour vraiment faire des découvertes et aller encore plus loin avec leur pass. On a aujourd'hui 28 groupes d'ambassadeurs sur tout le territoire, donc 25 en métropole et d'autres en outre-mer. Et là, l'idée, c'est de les inviter à participer à des visites, à des spectacles et aussi de les mettre en relation avec des partenaires culturels pour qu'ils puissent travailler ensemble, réfléchir ensemble et monter des projets. 3 objectifs, c'est vraiment les mots-clés, c'est la co-construction, la recommandation de pair à pair et vraiment la collaboration entre les jeunes et les acteurs culturels. Oui, je ne sais pas si on a le temps de vraiment prendre des questions. Je crois pas qu'on ait trop le temps. On va peut-être laisser la parole à Xavier du coup. C'est ça. Mais en tout cas, vous avez nos coordonnées là, donc on serait ravis d'échanger avec vous pour plus d'informations si vous avez des questions. On est à votre écoute. Merci beaucoup. Merci. Et on